J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous, parce que là, on vient d'assister à ce qui ressemble franchement à l'une des prises de parole les plus explosives, les plus gênantes et les plus chargées en soufre depuis la séquence politique de 2019. Disons, sur les 5 ou 6 dernières années, sans exagérer. Le plus incroyable, ce n'est pas un habitué des plateaux, c'est Bouem Bouem, l'ombre du palais présidentiel de Saddam Moradia, le directeur de cabinet tellement discret qu'on pourrait croire qu'il a juré de ne jamais parler aux journalistes. D'ordinaire, il se contente de lire des messages officiels à la chaîne lors de cérémonies bien cadrées, de remplacer Tebboune à droite à gauche quand il faut sauver la mise, de rédiger les discours du président ou, à la rigueur, d'intervenir sur des sujets ultra techniques, froids, administratifs. Et pourtant, hier, le 24 janvier 2026, le voilà qui sort du silence à Club des Pins devant une conférence consacrée aux amendements, aux ajustements, à cette fameuse révision technique de la Constitution algérienne. Un terme presque magique d'ailleurs, technique. Ce mot-là, le régime Tebboune, le brandit comme un paravent, histoire de faire passer des retouches lourdes comme si c'était de simples réglages de précision. Alors qu'on parle bien, en réalité, de préparer des modifications constitutionnelles à venir. Et là, détail savoureux. Face à lui, ce n'était pas vraiment la presse dans toute sa diversité. On retrouvait surtout les médias publics. NR, AL24 News, le NTV, bref, un cadre plutôt maîtrisé. Et pourtant, pendant toute cette conférence censée porter sur la Constitution, pas la moindre interrogation sur le texte lui-même. Zéro question sur le fond. Rien. La seule intervention autorisée, et c'est là que ça devient intéressant, concernait l'absence de Saïd Chengria entre la fin décembre 2025 et les premiers jours de janvier 2026. Une absence qui, il faut dire, avait alimenté pas mal de commentaires, de suppositions et de bruits de couloir. Le mot employé par Bohème? Rumeur. Selon lui, le chef d'état-major était simplement en congé. Et surtout, il insistait. Son absence lors du Conseil des ministres de fin décembre 2025, celui du 28 précisément, n'aurait en aucun cas provoqué le report de l'examen de la fameuse révision technique de la Constitution. Bohème a été catégorique. Ce décalage n'avait rien à voir avec Chengria. Ce n'était ni sa responsabilité, ni la conséquence de son absence. D'après la version officielle, si le dossier a été repoussé, c'était uniquement pour approfondir les propositions et enrichir la réflexion. Un argument qui laisse songeur, puisqu'il n'y avait en réalité aucun débat gouvernemental à mener. Cette révision dite technique ne relève pas du gouvernement, mais du Parlement, du Conseil de la Nation et des formations politiques. Malgré tout, la décision prise le 28 décembre 2025 a créé un véritable malaise au sommet de l'État. Pendant plusieurs jours, les tensions supposées et les désaccords ont alimenté toutes les discussions. Puis, progressivement, les spéculations ont commencé à s'atténuer avec le retour de Chengria autour du 10 janvier 2026. Il a présidé une réunion du Haut Conseil de sécurité nationale avant de réapparaître quelques jours plus tard lors d'un conseil des ministres dirigé par Abdelmadjid Tebboune. Comme pour refermer, du moins en apparence, la parenthèse des interrogations. Alors, pourquoi cette soudaine obsession pour Chengria? Pourquoi le citer et ne parler que de lui? La réponse, on l'a déjà développée hier soir dans notre émission consacrée à cette séquence aussi spectaculaire que dérangeante. Parce que oui, cette intervention n'avait rien d'anodin. Elle était calculée. Et surtout, elle était humiliante. En exposant publiquement le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, on ne vise pas seulement un homme, on égratigne toute une institution. On affaiblit son image. On suggère devant l'opinion que le patron de l'armée, également ministre délégué à la Défense, aurait choisi le confort d'un congé plutôt que la gestion de dossiers stratégiques. Le sous-texte est clair. Regardez, moi je travaille, lui se repose. Mais au-delà de la pique et de la mise au point, il y a autre chose. Une mise en scène soigneusement orchestrée. À travers cette sortie relayée par Boalam, Abdelmadjid Tebboune cherchait à envoyer un signal limpide. Le centre du pouvoir, c'est moi. C'est moi qui décide, moi qui tranche, moi qui avance. Le message politique est limpide. Ce n'est pas l'absence de Chengria le 28 décembre 2025 qui a dicté le report de l'examen constitutionnel. La conférence, je l'organise. Les partis, je les convoque. Les modifications, je les impose si je le souhaite.
Ni l'armée ni son chef ne m'empêcheront d'agir. Voilà la ligne officielle. Mais en réalité, cette posture ressemble davantage à une démonstration de biceps qu'à un acte d'autorité serein. On dirait un boxeur qui frappe dans le vide devant les caméras pour prouver qu'il est prêt à monter sur le ring. Une performance destinée à impressionner le public, à affirmer une supériorité, peut-être plus fragile qu'elle n'y paraît. Soyons clairs, tout cela ressemble davantage à une pièce de théâtre qu'à un exercice institutionnel sérieux. Une mise en scène presque grotesque. Et surtout problématique sur le fond. Car depuis quand le directeur de cabinet s'arroge-t-il le droit de commenter publiquement la situation du chef d'état-major? Il n'en a ni le rang ni la légitimité. Dans l'architecture officielle du pouvoir, le patron de l'armée relève directement du président de la République. S'il faut expliquer une absence, la justifier ou l'assumer, cela incombe au chef de l'État, pas à un collaborateur administratif, aussi influent soit-il. Ce n'est pas à un cadre du palais de parler à la place de l'institution militaire. Ce qui frappe ici, c'est le caractère scénarisé de l'intervention. On sent la volonté de produire un effet, capter l'attention, provoquer une réaction, envoyer un signal fort à l'opinion. Il y a quelque chose de presque cinématographique dans cette séquence, comme si l'objectif n'était pas d'éclairer les faits, mais de marquer les esprits. Et derrière cette théâtralité assumée, il y a surtout un non-dit. Car lorsqu'on surjoue autant l'assurance et l'autorité, c'est souvent qu'on cherche à masquer une réalité plus délicate. Et c'est là que tout devient intéressant. Ce que Bohème qualifie de « rumeur » n'en était pas vraiment. Derrière le mot « commode » se cachait une réalité bien plus politique. Oui, Tchengria a refusé d'endosser l'idée d'un troisième mandat pour Tebboune, ou même celle d'un prolongement déguisé de son maintien au sommet de l'État. Ça, ce n'est pas un fantasme, c'est un fait. Alors bien sûr, une partie du récit officiel est exacte. Il s'est effectivement absenté à la fin de l'année 2025. Il a pris un congé formel. Il s'est retiré quelques jours dans sa ferme du côté de Kenchela, sa région natale, pour les fêtes de fin d'année. Sur ce point, rien à redire. Mais l'histoire racontée par Bohème s'arrête volontairement à mi-chemin. Et c'est précisément là que commence la manipulation. Car s'il avait voulu être transparent, ce qui manifestement n'était pas sa mission, il aurait expliqué pourquoi ce congé tombait précisément à ce moment-là. Maladie? Non. Urgence familiale? Non plus. Épuisement extrême? Pas davantage. Il aurait très bien pu différer son repos après le 30 décembre. Rien ne l'obligeait à s'éclipser avant le Conseil des ministres du 28. Sa santé est suivie, certes, mais il n'était pas dans une situation critique. Ses proches sont pour partie en Algérie, pour partie à l'étranger. Aucune contrainte impérieuse. Dans les hautes sphères du pouvoir, quand un responsable manque un rendez-vous politique majeur de façon soudaine, c'est rarement par hasard. Et cette fois-ci, il n'y avait aucune urgence personnelle. Ce n'est donc pas une invention. Ce qui a été démonté par Bohème, c'est l'idée que le report de la révision constitutionnelle serait uniquement dû à l'absence de Tchengria. Très bien, mais il s'est soigneusement gardé de nier l'essentiel, l'existence de divergences profondes entre la présidence et l'état-major sur cette réforme. Il n'a jamais affirmé qu'il n'y avait aucun désaccord sur un éventuel troisième mandat. Il n'a jamais assuré que l'armée soutenait sans réserve cette perspective. C'est en cela que son intervention relève de la manœuvre. Sélective, calculée. Bohème n'est pas un amateur. Il agit avec méthode. Et contrairement à ce que certains imaginent, il n'est pas en fin de course. Tant que Tebboune restera en place, il restera dans l'ombre du pouvoir. On ne se sépare pas si facilement de son stratège. Soyons lucides, Bohalam ne sera pas sacrifié. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un simple exécutant. Il est la tête pensante, l'architecte discret, l'homme de confiance. Tant que Tebboune restera au sommet, lui aussi gravitera autour du pouvoir. On ne congédie pas son stratège quand on mène une bataille. Sa sortie avait un objectif clair, rappeler qui tient la barre. Le report du 28 décembre, une décision présidentielle, point final. Le message était limpide. Je suis le chef, je tranche, je décide. Ce dossier ne dépend ni de l'armée ni de qui que ce soit d'autre. Le pouvoir est entre mes mains. Mais ce que cette version ne raconte pas est autrement plus intéressant. Si Tchengria avait été présent ce jour-là, il se serait exprimé sur la réforme constitutionnelle.
Le repas n'était pas une question d'enrichissement du texte. Enrichir quoi, au juste? On part d'une révision dite technique. En un mois, les propositions présidentielles auraient radicalement changé? Difficile à croire. Autre point fondamental, Ce n'était même pas au gouvernement de piloter ce débat. La Constitution relève de la présidence, du Parlement, du Conseil de la Nation, des élus et de la Cour constitutionnelle. Le Conseil des ministres n'était qu'une étape politique, pas le cœur du processus. Alors non, l'absence de Tchengria ne bloquait pas mécaniquement la discussion. Techniquement, la réunion pouvait se tenir. Tebboune aurait pu exposer ses arguments, formuler ses observations, puis décider de repousser l'examen. Mais ce n'est pas ce qui s'est joué. La vraie raison du report tient ailleurs. Le 28 décembre 2025, Tebboune avait reçu un signal clair venu de l'institution militaire. Pas question de soutenir une prolongation au-delà de 2029. Pas question d'avaliser un troisième mandat. Le message n'était ni violent ni conflictuel. Il n'y a pas eu de clash théâtral. Il n'y a pas eu de rupture spectaculaire. Simplement une position ferme. Certaines rumeurs parlaient d'une dispute ouverte entre les deux hommes. Faux. D'autres affirmaient que tout reposait uniquement sur une absence de calendrier. Simpliste. La réalité est plus subtile. Il y a eu un désaccord stratégique, assumé, posé calmement. Et c'est précisément cette nuance que la communication officielle évite soigneusement de mettre en lumière. Au fond, le message transmis par Saïd Tchengriha à Tebboune était limpide. Pas de scène commune. Pas de présence à un conseil des ministres destiné à examiner une modification constitutionnelle sensible. L'armée, elle, ne souhaite pas entrer dans cette arène. Elle ne veut pas être associée à une réforme qui ouvrirait la voie à une prolongation du mandat présidentiel. Du point de vue des militaires, les choses sont simples. Tebboune a accompli son second mandat avec leur appui. Ils l'ont soutenu, accompagné, assumé politiquement. Mais franchir l'étape suivante, un troisième mandat ou une extension déguisée, ce n'est plus la même histoire. Pourquoi? Parce que cela réveillerait immédiatement dans l'opinion publique le souvenir des pratiques de l'ère Bouteflika. Et l'institution militaire n'a aucune envie d'être perçue comme complice d'un système qui contourne l'esprit de la Constitution ou qui s'éloigne de la promesse de renouvellement. Car, rappelons-le, Tebboune lui-même avait évoqué une Algérie nouvelle, s'engageant à ne pas reproduire les mécanismes d'accumulation de mandats du passé. Alors, comment défendre le discours du renouveau tout en empruntant les mêmes chemins que l'ancien régime? C'est précisément cette contradiction que l'armée refuse d'endosser. Deuxième point essentiel, pour Tchengriha, la stabilité nationale passe par une transition maîtrisée. Le président termine son second mandat, prépare sa succession et quitte la scène dans les règles. Il n'y a, selon cette logique, aucune autre option viable. Prolonger le pouvoir d'un chef d'État vieillissant, contesté, dont le bilan est discuté et qui a traversé plusieurs tensions diplomatiques majeures serait un pari risqué. Il n'y a pas eu d'affrontement spectaculaire entre les deux hommes, pas de rupture ouverte. Tchengriha aurait simplement exprimé sa position. En tant que chef d'état-major, il ne se rendrait pas à une réunion qui pourrait être interprétée comme un soutien implicite à cette orientation. En substance, voici notre analyse. Libre à vous d'agir, mais vous n'aurez pas notre aval. Une ligne claire, posée sans fracas, mais lourde de conséquences. Il faut être précis. Tchengriha ne s'est jamais dressé frontalement contre l'idée d'une révision constitutionnelle. Il ne s'est pas présenté en disant « Si tu modifies la loi fondamentale, je boycotte ». Ce n'est pas ainsi que les choses se sont déroulées. Entre les deux hommes, le canal est direct, sans intermédiaire. Ils se parlent franchement, régulièrement, sans passer par leurs cabinets respectifs. Il existe un dialogue solide, presque brut. Il n'y a pas de guerre personnelle entre eux. Le vrai nœud du problème se situe plutôt dans leurs entourages. Les tensions gravitent autour des conseillers, des réseaux d'influence, des équilibres internes. Tchengriha, par exemple, s'interroge sur la place prise par BOM. Pourquoi est-il présent à certaines réunions sensibles? Comment est-il devenu un interlocuteur privilégié des services de renseignement? Pourquoi son ombre s'étend-elle jusqu'aux sphères militaires et judiciaires? Ce sont là des frictions réelles. Mais entre les deux têtes, le lien reste direct. Et c'est dans ce cadre qu'il aurait tenu un discours très clair. « Je t'ai accompagné pour ton second mandat.
Je t'ai soutenu dans plusieurs décisions, parfois controversées, y compris sur des dossiers diplomatiques complexes. Mais franchir la ligne d'un troisième mandat ou modifier les règles du jeu, là, je ne peux pas. L'armée, selon cette logique, refuse d'endosser les conséquences d'un scénario qui pourrait rallumer la rue, provoquer des manifestations massives ou replonger le pays dans une instabilité comparable à 2019. C'est pour cette raison que le 28 décembre, Chengria ne s'est pas montré. Techniquement, le Conseil des ministres aurait pu examiner le texte malgré son absence, mais politiquement, son siège vide envoyait un message évident. D'ailleurs, si son congé n'avait été qu'une formalité, pourquoi ne pas être revenu pour le discours présidentiel du 30 décembre devant le Parlement? Pourquoi cette absence prolongée? La réponse tient dans la prudence des militaires. Ils redoutaient que le chef de l'État annonce publiquement des ajustements constitutionnels sensibles. Le jour du discours, presque aucun haut gradé n'était visible dans l'hémicycle. Le secrétaire général du ministère de la Défense était absent. Seuls quelques civils et le commandant de la garde républicaine étaient présents. Ce n'est pas un détail anodin, c'est un symbole. L'institution ne s'est pas insurgée, elle ne s'est pas opposée frontalement. Elle s'est mise en retrait. Il ne s'agissait pas de dire « tu pars en 2029 coûte que coûte ». Rien d'aussi brutal. Le message était plus subtil. Nous ne soutiendrons pas cette orientation. Dans un système où l'armée demeure un acteur central, elle doit être consultée. Tebboune possède les prérogatives constitutionnelles, certes, mais il ne peut ignorer ce partenaire stratégique. D'ailleurs, il échange fréquemment avec Chengria sur de nombreux dossiers. Non seulement pour gouverner, mais aussi pour consolider cette alliance, préserver une image d'unité et montrer, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, que le pouvoir avance d'un seul bloc. Il faut comprendre une chose. Tebboune cherche en permanence à prouver qu'il tient les rênes. Il veut incarner l'autorité suprême, montrer que l'armée marche derrière lui, qu'elle l'accompagne, qu'elle valide ses choix. Cette démonstration n'est pas anodine. Elle répond à une fragilité politique. Son arrivée au pouvoir a été contestée, son élection discutée, sa légitimité souvent remise en cause à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Résultat, il a besoin d'une garantie visible, constante, presque théâtrale, celle du soutien militaire. C'est pour cela qu'à chaque déplacement officiel, la présence d'une institution militaire devient presque obligatoire. Une image soigneusement construite, le président et l'armée côte à côte, une caution permanente. Sauf que cette assurance a ses limites. Et cette limite, elle se situe précisément là où commence l'idée d'un prolongement du pouvoir. Pour Chengria, franchir cette ligne serait dangereux. Non pas par hostilité personnelle, mais par réalisme. Il sait très bien que le chef de l'État ne contrôle pas chaque maillon de l'appareil militaire. Il sait aussi que nombre d'officiers pourraient mal réagir à une extension de mandat. Le contexte économique est fragile, la situation politique tendue. Une nouvelle crise? Il connaît le scénario. Son prédécesseur, Gaïd Salah, l'a vécu en 2019. Si la rue s'embrase à nouveau, si des manifestations massives éclatent, ce ne sera pas le président qui encaissera le choc en premier. Lui peut quitter la scène, organiser une transition, protéger son cercle. L'armée, en revanche, restera en première ligne pour contenir l'instabilité, gérer les tensions et éviter le chaos. Et elle n'a aucune envie de se retrouver face à la population comme lors du Irak. C'est pourquoi, du point de vue de Chengria, la seule voie raisonnable passe par une transmission ordonnée du pouvoir. Finir le mandat en cours, préparer la relève, respecter la Constitution. Pas de modifications hasardeuses. Pas de prolongation risquée. Une sortie maîtrisée pour éviter que le pays ne replonge dans une séquence imprévisible. Disons-le franchement, la sortie de Bom n'avait rien de transparent. Il n'a pas réellement dissipé les bruits de couloir, il a simplement redirigé l'attention. Pire encore, en prétendant éteindre certaines rumeurs, il en a entretenu d'autres, notamment l'idée qu'il n'existerait aucune tension entre la présidence et l'institution militaire. Or, cette image d'harmonie parfaite est trompeuse. La prestation d'hier relevait davantage du théâtre que de l'explication sincère. Mise en scène approximative, discours calibré, mais fond évité. Car le véritable enjeu n'était pas évoqué.
la volonté du chef de l'État de sécuriser son avenir politique, protéger son entourage et préparer le terrain pour rester après 2029. Voilà le cœur du sujet. Et là-dessus, la position de l'armée est différente. Elle ne s'oppose pas à ce qu'il termine son mandat. Elle souhaite qu'il aille jusqu'en 2029, qu'il organise la transition et qu'il quitte la scène dans un cadre maîtrisé. L'objectif? Préserver la stabilité nationale. Ce n'est pas une supposition, c'est un fait politique. Mais attention à ne pas transformer Chengria en sauveur providentiel. Ce n'est pas un héros, encore moins un homme prêt à renverser le président. Lui aussi fait face à ses propres équations internes. Sa succession, son avenir, l'équilibre de l'institution qu'il dirige, tout cela pèse lourd. S'il adopte cette ligne prudente, ce n'est pas par idéal romantique, mais par calcul stratégique. Il n'a aucune envie de devenir la figure centrale d'une nouvelle crise majeure comparable à celle de 2019. Il sait que si la rue s'embrase, si la contestation explose en raison d'un troisième mandat impopulaire dans un contexte économique difficile, l'armée sera en première ligne. Et il n'est pas certain de pouvoir contrôler toutes les composantes comme son prédécesseur l'avait fait. Chengria agit donc en pragmatique. Il cherche avant tout à éviter un piège politique qui pourrait se retourner contre lui et contre l'institution militaire. Il observe également la scène internationale. L'Iran, certains pays africains, les mouvements populaires, les pressions extérieures, les ingérences régionales, tout cela est scruté par les stratèges militaires. Dans un environnement marqué par des tensions avec le Maroc, des crispations diplomatiques et des influences étrangères de plus en plus affirmées, une nouvelle crise interne ne ressemblerait en rien à celle de 2019. Elle serait plus complexe, plus risquée, plus lourde de conséquences. Le monde de 2026 ou 2027 n'est plus celui d'hier. Et c'est précisément pour cela que la prudence militaire n'est pas une posture idéologique, mais une stratégie de survie. Au fond, tout cela relevait d'un calcul froid. Il s'agissait de préserver l'image, d'étouffer les soupçons, de restaurer une fierté écornée. L'objectif n'était pas tant d'éclairer l'opinion que de rappeler qui commande réellement. Montrer aux Algériens que le véritable centre de gravité du pouvoir se trouve du côté du clan présidentiel. Affirmer, en filigrane, c'est nous qui détenons les clés. Mais cette démonstration a été exécutée avec une lourdeur presque contre-productive. À vouloir trop prouver, on finit par exposer les fissures. La manœuvre, loin de consolider l'édifice, risque au contraire d'abîmer les rapports entre Tebboune et Chengria. Et lorsque la confiance s'effrite au sommet, ce sont toutes les articulations de l'État qui deviennent fragiles. Car dans un système où plusieurs pôles décident et s'équilibrent, le moindre désaccord mal géré peut se transformer en faille structurelle. Une communication maladroite peut engendrer des tensions internes, des rivalités silencieuses, voire des blocages institutionnels. Et le pays, aujourd'hui, n'a clairement pas besoin d'un nouveau cycle d'instabilité. Entre les défis économiques, les tensions sociales et un environnement régional marqué par des crispations sécuritaires et diplomatiques, l'Algérie évolue déjà sur une ligne étroite. Ajouter une fracture au sommet serait un luxe dangereux.